Aujourd'hui, nous n'allons pas parcourir les mers ou le vertige social, ni traverser les mines de la Moria ou l'enfance. Non, aujourd'hui ce seront les mœurs parisiennes qui seront le plus grand danger, car notre voyage sera tout autre. Il s'agira du temps, de la mémoire, de l'organisation sociale, de l'éducation ou de l'absence, qui seront autant de points de passage dans un trajet dont la condition première est l'amour. Comme ce livre ne serait rien sans quelqu'un pour le lire, nous accueillons aujourd'hui Alice, qui va nous parler de sa rencontre avec Julie ou la Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau. Bonjour Alice. Bonjour. Alors avant qu'on entre un peu plus dans l'ouvrage et son histoire, est-ce que tu pourrais nous dire à quel âge et comment tu as découvert ce livre? Alors j'ai découvert à 22 ans, il y a seulement quelques mois, puisque j'en ai 23 à peine. Et c'était une des 3 œuvres au programme de mon cours de littérature à la fac. Et voilà. Donc, ce qui est frappant quand on voit l'ouvrage de La Nouvelle Héloïse, avant même de le parcourir, c'est que c'est un gros livre qui est un peu austère. Par conséquent, est-ce que tu peux nous résumer autant que possible l'histoire du livre, avant qu'on parle un peu plus de ta relation avec ce livre-là? L'histoire, en fait, malgré la longueur du roman, elle est assez facile à résumer parce qu'elle est extrêmement simple. En fait, ce qui fait la longueur du roman, c'est principalement tout un tas de réflexions. Et ces réflexions, elles sont soutenues par une intrigue amoureuse qui est ultra classique, à savoir que on nous raconte les amours contrariés de Julie d'Étanges, une jeune aristocrate suisse, et Saint-Preux, qui est le surnom qu'elle donne à son précepteur, qui a à peu près le même âge qu'elle, ils ont 17 et 18 ans, je crois. Et donc, leur amour est impossible du fait de leur différence de rang social, Saint-Preux étant un simple roturier. Et voilà, donc ce sont les bases de l'histoire qui sont posées au tout début du livre. Et l'amour impossible va générer tout un tas de situations d'éloignement propices à la réflexion et donc au développement. Soit des réflexions philosophiques, soit l'expression des sentiments amoureux à distance. D'accord, une base d'intrigue qui est tellement classique finalement qu'elle donne un peu son titre à l'ouvrage. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus parce que c'est surprenant? Julie ou la Nouvelle Héloïse, on serait presque tenté, pour quelqu'un qui le lirait en entier, de dire qu'il n'y a même pas d'Héloïse. Oui, c'est ce que je me suis dit au bout d'un moment. Alors Héloïse, c'est une figure historique que je ne connaissais pas avant de lire le roman. Et en fait, ça m'est pas venu à l'esprit tout de suite même d'aller voir qui c'était. Pendant le roman, je me suis dit, faudrait quand même que je m'y intéresse à un moment ou un autre. Elle n'est d'ailleurs citée qu'une seule fois dans tout le roman. Et en fait, je suis allée regarder ça après avoir fini de lire. Parce que je me suis dit que voilà, j'allais m'imprégner d'abord de Julie et voir ensuite quel parallèle on pouvait faire entre les deux. Et donc Héloïse est considérée comme une des premières femmes de lettres de l'histoire. Et elle a été rendue célèbre grâce à la correspondance qu'elle entretenait avec Abélard, qui était un homme de lettres, et qui a été son instructeur, je sais pas comment on peut dire, je pense pas qu'on puisse dire précepteur, je sais pas trop. En tout cas, c'est un couple mythique qui a entretenu une correspondance assez sulfureuse pendant plusieurs années. Et donc le parallèle est là, avec Julie et Saint-Preux qui s'écrivent des lettres sur 16 années, je crois qu'au total le roman s'étend sur 16 années. Donc l'intrigue amoureuse en soi, elle est somme toute classique, en tout cas connue, elle sert de base de réflexion. La deuxième question que je pourrais te poser par rapport à ça, c'est finalement, selon toi, de quoi ça parle? C'est hyper dur à répondre parce que le roman parle vraiment de beaucoup de choses. Il aborde énormément de sujets. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Rousseau emploie la forme du roman. Je ne vais pas partir tout de suite dans ce degré-là de lecture parce qu'évidemment je ne l'ai pas eu au moment de ma première lecture. Je lisais juste l'histoire d'amour entrecoupée de lettres très discursives, de longues réflexions. Mais le roman parle, je pense, tout autant du côté romanesque de l'histoire d'amour contrarié, du manque, de l'absence, etc., que de sujets philosophiques, de sujets sociaux qui prennent une part tout aussi importante
que ce soit numériquement en termes de pages, mais aussi dans l'esprit. Enfin, une fois qu'on a fini le roman, il n'y a pas d'aspect qui prend le dessus sur un autre. Voilà, j'ai l'impression que tous les sujets sont traités, pas forcément à égalité, il s'épanche un peu plus sur certains sujets, mais le ressenti qu'on en a au bout du compte, c'est déjà d'en avoir plein la tête, plein de sujets de réflexion, mais dans le bon sens du terme. Hein. On a plein de choses à penser. Et le roman, d'ailleurs, ne s'achève pas sur une situation très fixée. Rousseau fait exprès, il veut laisser ses lecteurs et lectrices penser. Ok. Alors, c'est la toute première fois, bon, ça fait que 3 émissions, mais c'est la toute première fois qu'on accueille un classique dans l'émission. Comment est-ce qu'on aborde une telle œuvre et est-ce qu'on arrive à faire finalement abstraction de la réputation qui est autour de ça? Parce que la Nouvelle Héloïse et Rousseau en général, ce sont des monuments de la culture française. Bah, j'ai pas vraiment eu à faire d'efforts à ce niveau-là parce que je connaissais même pas la Nouvelle Héloïse. J'ai pas une grande culture littéraire, donc je l'ai surtout pris comme un objet d'étude parce qu'on me l'a imposé dans le cadre de mes études. Mais j'avais une vraie motivation à aller jusqu'au bout et à m'imprégner de ce livre parce que je savais que derrière j'allais devoir l'étudier, que j'allais être évaluée sur mes connaissances, etc. Enfin bref, il y avait tout ce cadre-là qui me permettait de vraiment rentrer dedans sans me soucier du contexte. Enfin voilà, je me suis pas remise en question par rapport à l'immensité de l'œuvre ou quoi que ce soit parce que de toute façon il m'était demandé de la lire. Donc voilà, et puis Rousseau, j'en savais absolument rien. J'avais rien lu de lui. Je l'avais à peine évoqué il y a des années de ça dans mes cours de philo, de lycée. Donc voilà, ça n'a pas été très compliqué à ce niveau-là. D'accord. Dans quelle mesure t'estimes t'être approprié cette œuvre-là ou t'avais l'impression que parfois il fallait lire de telle manière parce que on a parfois ce truc-là avec les classiques de se dire je suis trop bête pour comprendre ou il vaut mieux que je me fie à des professeurs ou à des lectures plutôt que je reçoive personnellement. Comment tu t'es approprié cette œuvre-là? Ben, en fait, à ma première, j'allais dire, mais unique lecture, en fait, parce que je vais jamais relire tout ça, j'étais déjà saisie par la beauté du texte, en fait. Et même si j'ai encore plus aimé avoir des lectures diverses par plusieurs professeurs, même si ça a enrichi ma lecture, j'étais déjà conquise, quoi, par la plume de Rousseau qui était, plusieurs fois je me suis arrêtée sur des phrases en me disant Ouah, c'est sublime, j'ai jamais rien lu d'aussi beau en fait, alors que je peux rapidement m'emmerder sur un classique, alors trouver qu'objectivement d'accord c'est très beau et tout, mais ça va pas forcément me toucher, ça va plus ralentir ma lecture qu'autre chose. Je peux avoir aussi ce côté où je m'intéresse plus à l'intrigue qu'à la façon dont elle est déroulée, qu'au style qui est employé, etc. Alors que là, c'était indéniable que le style de Rousseau me touchait. Donc ça a été facile de me l'approprier, ça a été naturel, et j'ai envie de dire heureusement que j'ai été touchée par cette écriture, parce que je pense que ça aurait été très très dur à poursuivre sur 850 pages. Alors après, j'avoue que j'ai eu plus de mal avec certains passages de réflexion philosophique parce que là on est dans le concret du concret de la philo, ça me touche beaucoup moins évidemment, mais ça a continué de m'intéresser parce que j'étais déjà amenée dedans par l'aspect romanesque, par tous les passages d'expression des sentiments qui sont sublimes. Et puis les réflexions en elles-mêmes m'ont touchée aussi, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce bouquin-là, c'est parce que quasiment toutes les réflexions qui sont menées ont trouvé écho dans mes réflexions à moi. Ça m'apportait des pistes, ça m'apportait parfois des réponses. Donc, voilà. D'accord, donc c'était d'abord une entrée par le style, par l'émotion, avant d'aller chercher plus loin, et donc qui permet d'aller chercher plus loin. Donc c'est une bonne manière d'encourager les gens à lire des classiques aussi. C'est pas parce que ça a 250 ans que ça ne peut pas avoir un style qui nous touche et des réflexions qui nous touchent, parce que tu as en partie répondu à cette question-là, mais c'est vrai que ça paraissait pas naturel de choisir ce livre-là pour
l'histoire d'une rencontre. Jusque-là, j'avais eu que des histoires, des œuvres qui ont été lues jeunes, dans l'enfance, qui ont eu un caractère un peu fondateur dans l'appréhension de la lecture, etc. Le fait de devenir lecteur, souvent ça passait à travers ces œuvres-là. Ici, c'est pas du tout le cas. Choisir ce livre, c'est aussi parce que c'est rentré en résonance avec un certain nombre de réflexions que t'as en ce moment, du coup, vu que c'est une lecture assez récente, et qu'on trouvait donc un écho à ce moment-là. Est-ce que il y a une espèce de vertige de se dire qu'avec autant de distance, on puisse avoir un écho qu'on puisse trouver entre notre situation personnelle, avec des réflexions qu'on peut avoir, et le fait qu'on les ait eues il y a 250 ans, d'une manière différente évidemment, mais est-ce qu'on a un sentiment d'intimité avec l'auteur quand on se retrouve face à des réflexions comme ça? Bah, c'est pas nécessairement cette distance. C'est... Je pense que si ça avait été un auteur contemporain, ça aurait eu le même effet sur moi. Alors oui, c'est clair que c'est fou de se dire qu'on mène toujours les mêmes réflexions, qu'on n'a toujours pas les réponses, etc. Même après autant de temps. Mais ce qui a créé mon attachement au livre, c'est pas particulièrement cette distance-là. Ça m'a plus fait marrer qu'autre chose de me dire euh, que j'avais des points communs avec ce mec. Une rencontre, ça n'est pas forcément qu'un moment, ça peut être aussi un lieu, un espace. Est-ce qu'il y a des lieux que tu associes à cette lecture? Oui, principalement ma table de travail, parce que c'était une lecture active. Étant donné la longueur du roman, j'allais pas pouvoir le relire plusieurs fois, donc c'était uniquement pratique. Enfin, uniquement, non, mais c'était une lecture qui devait être pratique, et donc j'avais un carnet de notes où je consignais tout ce qui se passait, aussi bien que mes ressentis et toutes les citations. J'ai noté énormément de phrases que j'ai aimées de ce livre. Donc voilà, j'avais besoin d'une certaine disposition spatiale, donc avec une table, le bouquin ouvert devant moi, un carnet, un stylo. Donc c'est ma table de travail chez mes parents, où j'ai passé le plus clair de mes vacances de la Toussaint à lire, page après page, à noter. Donc c'était extrêmement rigoureux comme lecture, parfois clairement pénible, mais c'est ce qui m'a permis de m'imprégner autant du roman et d'en avoir une lecture personnelle. C'est que voilà, je l'ai lu en profondeur, et je sais très bien que si j'avais pas été pressée par le temps, j'aurais jamais terminé, j'aurais jamais eu le courage de terminer. Et je suis très contente d'avoir pu terminer, parce qu'il se passe un nombre de trucs là-dedans. Voilà, donc c'est ma table de travail. Donc on va entrer un peu plus dans l'œuvre spécifiquement, dans ces personnages. Il y a un certain nombre de personnages qui s'expriment au travers du dispositif épistolaire. Est-ce qu'il y a un personnage auquel tu t'es identifié ou que tu as préféré, ou bien est-ce que tu t'es toujours tenu un peu à distance, tu les as regardés un peu comme une spectatrice? Oui, ça c'est un truc que j'aurais pu mentionner dans le résumé du roman. C'est quand même hyper important de dire que c'est un roman épistolaire. Donc il n'y a pas de narrateur. En fait, il y a plusieurs narrateurs, mais qui expriment leur point de vue direct. Donc c'est assez marquant. Euh, et je sais pas si je me suis identifiée à des personnages, je crois pas, parce qu'ils sont pour le coup très très éloignés de moi dans le temps. Ils sont très très coincés, faut le dire. Ils s'expriment tellement bien, et ils ont des problématiques tellement différentes des miennes, au jour le jour, je veux dire. La simple intrigue des amours contrariés, bon voilà, c'est un truc qui pourrait exister aujourd'hui, mais qui ne pourrait pas du tout exister chez moi. Et donc, je me suis plus identifiée à certaines réflexions philosophiques ou sociales. Je me suis retrouvée autant chez Saint-Preux que chez d'autres personnages. Saint-Preux, par exemple, non, plutôt Volmar, je dirais. Ouais, après, si je parle des personnages comme ça, c'est un peu abstrait pour ceux qui connaissent pas le livre, mais pour donner un exemple de personnage auquel je peux m'identifier sur certains aspects, il y a le personnage assez controversé de Volmar, qui est le mari de Julie, et donc qui est le fondateur d'une sorte de micro-société dissidente chez lui à Clarence. Et en fait, Volmar a une certaine conception de la nature dont je me sens proche, et dont beaucoup d'entre nous, je pense, aujourd'hui peuvent se sentir proches,
Et selon lui, en fait, le lien qui unit les hommes à la nature ne doit pas être un lien de domination, mais de relation harmonieuse et de cohabitation avec la nature. Donc voilà, ça se remarque sur plusieurs aspects du roman qui seraient très longs à expliquer ici, mais c'est quelque chose qui m'a surprise quand j'ai lu le roman. J'ai trouvé ça complètement anachronique. Et je pense que du coup ça traduit aussi la pensée de Rousseau, qui en fait s'exprime à travers tout le roman. Et donc j'avais l'impression de lire un discours écologiste avant l'heure. Voilà. Et du coup, cette transition entre la perception de voir Rousseau derrière ses personnages, ça t'a donné envie d'aller chercher un peu plus à travers la pensée de Rousseau? T'avais l'impression d'avoir un... Oui, et je pense que c'est son but en fait. En fait, ce que je me dis à froid après avoir lu ce roman, après l'avoir potassé, avoir écrit des dissertes dessus et tout ça, je pense qu'en fait je suis la cliente idéale de Rousseau. Rousseau qui adresse son roman aux gens qui ne lisent pas de philosophie et que les livres de philosophie rebutent. En fait, en choisissant le médium du roman, il voulait, selon lui, combattre le mal par le mal, parce que le roman était très mal vu, lui-même le critiquait, mais il s'est dit, pour m'adresser à tout le monde, il faut que j'utilise le médium que le plus grand nombre aime, et enfin la populace, quoi. Donc c'est le roman, c'est les péripéties amoureuses, etc. Donc ça, il l'a maintenu à un niveau relativement bas, parce qu'il n'y a pas énormément de péripéties amoureuses, mais il y en a quand même un petit peu. Et en fait, il s'efforce de maintenir une tension pendant tout le roman, comme un niveau minimum de tension amoureuse, de conflit amoureux pendant tout le roman. J'ai l'impression, enfin c'est mon interprétation, mais j'ai l'impression que c'est pour donner aux amateurs de romans leur dose de romanesque et mieux leur faire avaler la pilule de la réflexion philosophique, qui du coup nous touche forcément parce qu'elle vient des voix des personnages auxquels on s'est attaché et dont on a envie de connaître l'intériorité. Et donc au passage, la lettre est pour ça la meilleure entrée dans la psyché d'un personnage, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire du coup, donc ça j'ai trouvé ça aussi particulièrement marquant. Et aussi parce qu'il y a des marqueurs d'affection en début et en fin de lettres. On est très souvent rappelé à la sensibilité des personnages propres au moment où ils s'expriment et donc dans leur configuration de pensée, puisque la personne doit faire entendre ses émotions à travers la lettre. En fait, le lecteur est dans la même position que le destinataire et donc du coup beaucoup plus à même de percevoir exactement l'émotion. Oui, et puis en plus les personnages s'aiment tous très fort. C'est ça qui est frappant, c'est que franchement c'est un peu le pays des bisounours, parce que tout le monde s'aime, et même si techniquement on appelle ça un roman épistolaire polyphonique, donc il y a plusieurs voix, une pluralité des points de vue, tout ce qu'on veut, mais au final c'est quand même des voix qui vont toutes dans le même sens et qui s'entendent sur la plupart des sujets. Et c'est clairement la voix de Rousseau en fait, mais il arrive à le faire passer en créant des liens extrêmement forts entre les personnages. Ils ont chacun leur personnalité, mais malgré tout, ils s'entendent, ils sont extrêmement unis. Et donc on a une espèce de voix unique qui émerge de tout ça. On va maintenant pouvoir passer à l'extrait que tu as choisi. Est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots? Alors c'est issu de la 4e partie du roman, qui se découpe en 6 parties. À ce moment-là, Saint-Preux et Julie ont été forcés à l'éloignement parce qu'ils ont consommé leur amour alors que c'était interdit. Et donc, pour éviter d'attirer le scandale sur la famille de Julie, Saint-Preux est parti en voyage pendant 4 ans. Il s'est embarqué sur un bateau autour du monde. Et on a donc une ellipse de 4 ans entre la 3e et la 4e partie du roman, donc pile au milieu. Il n'y a pas de lettres, rien. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On en a des résumés au début de la 4e partie, mais voilà, on a quand même tout un pan de la vie des personnages qui nous échappe. On sait juste que Saint-Preux est parti en voyage autour du monde. Et donc, au bout de ces 4 ans, Saint-Preux arrive à Clarence, chez Julie, et son mari, Volmar.
Et en fait, on découvre à travers les yeux de Saint-Preux cette société qui est déjà bien installée, qui fonctionne déjà très bien. Et Saint-Preux donc découvre émerveillé un système fondé sur, j'ai envie de dire, la bienveillance, qui est un mot qu'on entend à tort et à travers aujourd'hui. C'est une ZAD. C'est une ZAD. C'est une ZAD, mais avec un système ultra paternaliste et conservateur malgré tout. Et donc, au sein de Clarence, existe un grand jardin qui s'appelle l'Élysée et qui est le lieu privé de Julie. C'est le lieu sur lequel elle règne, j'ai envie de dire. Et c'est un lieu où elle peut se retrouver quand elle veut. Et là où Volmar y a accès, mais il est moins chez lui dans cet endroit. Donc c'est un endroit assez particulier où Saint-Preux pénètre. Il y a littéralement une métaphore de la pénétration avec ce jardin. Ce jardin secret. Parce que c'est le jardin intime. secret de Julie, dont seuls Julie et Volmar ont la clé. Et donc à ce moment précis de l'extrait, Saint-Preux s'est promené toute la journée dans ce jardin luxuriant et sublime. C'est aussi un lieu qui est lié à la réflexion écologiste, entre guillemets, de Volmar et Julie, où la main de l'homme n'est pas visible, où l'homme est juste là pour faire surgir la nature d'un lieu qui était en friche auparavant. Donc voilà, c'est le lieu de l'harmonie et de la cohabitation entre l'homme et la nature. Et donc, au moment précis de l'extrait, Saint-Preux se retrouve tout seul dans l'Élysée, après s'y être promené toute la journée aux côtés de Julie et son amie Claire. Et donc, il a en sa possession la clé du jardin, mais c'est la clé de Julie et non pas celle de Volmar. Donc Volmar a quand même toujours accès à cet endroit, malgré tout. Voilà, donc il se retrouve tout seul et il se promène, il rêvasse. Je m'étais promis une rêverie agréable. J'ai rêvé plus agréablement que je n'y étais attendue. J'ai passé dans l'Élysée 2 heures auxquelles je ne préfère aucun temps de ma vie. En voyant avec quel charme et quelle rapidité elle s'était écoulée, j'ai trouvé qu'il y a dans la méditation des pensées honnêtes une sorte de bien-être que les méchants n'ont jamais connu. C'est celui de se plaire avec soi-même. Si l'on y songeait sans prévention, je ne sais quel autre plaisir on pourrait égaler à celui-là. Je sens au moins que quiconque aime autant que moi la solitude doit craindre de s'y préparer des tourments. Peut-être tirerait-on des mêmes principes la clé des faux jugements des hommes sur les avantages du vice et sur ceux de la vertu. Car la jouissance de la vertu est tout intérieure et ne s'aperçoit que par celui qui la sent. Mais tous les avantages du vice frappent les yeux d'autrui, et il n'y a que celui qui les a qui sache ce qu'ils lui coûtent. Alors pourquoi tu as choisi cet extrait ? Parce que la toute dernière phrase, c'est une des phrases sur lesquelles je me suis arrêtée. Pendant tout le roman, je me suis arrêtée sur des phrases que j'ai trouvées belles, qui étaient surtout des passages d'expression des sentiments. Et là, c'est plus la réflexion qui m'a marquée. C'est un passage qui entre en résonance avec la deuxième partie du roman, où Saint-Preux parle de Paris, d'une société corrompue, qui ne s'attache qu'à l'apparence, il parle de gens qui veulent constamment se prouver en public. Et là, Saint-Preux est juste heureux d'être heureux tout seul et de ne pas avoir à le montrer. Et donc ça m'a parlé. Et d'autant plus que j'ai beaucoup aimé la description de l'Élysée juste avant, comme une espèce de paradis luxuriant où l'homme et la nature cohabitent. Donc voilà, ça faisait tout un contexte. Encore une fois, c'est un peu le monde des bisounours, mais ça m'a parlé. Et s'il y avait quand même une petite ambivalence de celui qui se promène seul, qui aime cette solitude-là. Et alors d'une part, il en parle dans une lettre, donc c'est pas un sentiment qui est que le sien. Et d'autre part, il dit apprécier la solitude, mais en même temps, il se promène littéralement dans l'intimité de la femme qu'il aime. Comment tu expliques ça ? Alors là, Saint-Preux écrit à son ami, Milord Édouard. C'est son confident.
chacun des deux protagonistes a son confident. Pour Julie, c'est clair. Et en fait, c'est vraiment une excuse. C'est comme un narrateur dans un roman normal. Et donc, certes, il partage ça avec son ami, mais il l'exprime à lui-même tout autant. Et il partage avec son ami ces valeurs-là de simplicité, de sincérité totale. La sincérité, c'est aussi une des règles à Clarence, instaurée par Volmar. C'est la transparence des sentiments. On parle de ce qui nous plaît et de ce qui nous déplaît. Et pour préciser la question, comment t'expliques le fait qu'il fasse l'éloge de la solitude, alors même qu'il se promène dans le jardin secret de celle qu'il aime? C'est là où il se sent le mieux. Tout ce qu'il n'arrête pas de nous rabâcher pendant tout le roman, c'est qu'il aime Julie d'un amour pur et sincère, et qu'il partage absolument tout, il au pluriel. Mais donc il est peut-être pas si seul que ça à ce moment-là. Enfin, il dit être seul, donc dans la solitude, mais en même temps, on sent bien ici le fait qu'il est dans une communion avec celle qu'il aime. Il y a en plus tout ce jeu autour de la clé. Lui-même, il voudrait avoir la clé de Volmar, donc en fait, il voudrait pas tant avoir accès à ce jardin-là qu'être sûr qu'il n'y ait que Julie et lui qui aient accès. Oui, mais Julie représente aussi une partie de lui. Au bout d'un moment, les deux se confondent. En fait, toute cette communauté de personnages, ils se confondent entre eux. Et puis surtout, on n'est pas dupe quand même, on se rend bien compte que tous ces personnages, c'est Rousseau, c'est une seule et même personne. C'est Rousseau qui débat avec Rousseau. C'est Rousseau qui parle à Rousseau. Et au bout du compte, quand il y a des passages comme ça qui parlent vraiment à mon esprit, qui résonnent avec mes propres réflexions, je suis bien consciente du fait que c'est l'auteur qui me parle et qu'en fait, ce que je disais tout à l'heure, je suis la cliente parfaite pour son roman, parce qu'il s'adresse à moi qui ne lit pas de philosophie, qui serait intimidée par la couverture d'un bouquin de philosophie. Et voilà, que je me suis retrouvée prise au piège, en fait, exactement comme il s'y attendait. Donc, ça me fait sourire en coin aussi. Et donc, est-ce que tu pourrais nous réexpliquer un peu cette dernière phrase très impressionnante de Rousseau, cette punchline? Donc, car la jouissance de la vertu est tout intérieure et ne s'aperçoit que par celui qui la sent, mais tous les avantages du vice frappent les yeux d'autrui, et il n'y a que celui qui les a qui sache ce qu'ils lui coûtent. Ouais, en fait, il dit que... je pense qu'il fait clairement référence aux Parisiens qu'il a décrits dans la deuxième partie, mais aussi en général à toutes les personnes qui ont ce besoin de reconnaissance des autres. En gros, ce qu'il dit, c'est que on peut pas être honnête en cherchant constamment à se prouver aux yeux des autres, en cherchant la validation des autres. Et que celui qui est bon et juste le sait et n'a besoin des yeux de personne sur lui. Et que donc tous ceux qui ont ce besoin de validation, au fond d'eux-mêmes, savent ce que ça leur coûte, à savoir un manque d'honnêteté. Voilà. Je sais pas si ça a du sens. En somme, une vertu doit toujours être un peu dissimulée, sinon c'est quand même un peu du vice. Oui, la vertu qui se vante d'elle-même n'en est pas une, en fait. Alors que le moindre vice s'aperçoit Ouais. tout de suite. En fait, ce qu'il dit aussi, c'est que quand il parle de vice, je pense qu'il parle de superficialité, il parle de malhonnêteté, en définitive, et que donc c'est beaucoup plus facile d'être superficiel, d'être malhonnête. Et on en a les fruits immédiats, parce qu'on peut attirer l'admiration des autres. Alors que quand on est juste avec soi-même, en fait, on va récolter les fruits de notre patience. Au bout du compte, ce qu'il pense, c'est que la personne vertueuse est la personne gagnante, mais que c'est moins immédiat, c'est un plaisir moins immédiat. Et ça rejoint aussi toute une réflexion sur les plaisirs qu'il y a dans le livre, selon laquelle, si on jouit de tous les plaisirs que la vie nous offre,
au final, ils deviennent des habitudes et donc ce sont plus des plaisirs. Est-ce qu'à ce moment-là aussi, il comprend pas certaines dispositions de Julie à son égard? Justement, ce que tu disais sur les plaisirs, etc., où elle jouit d'autant plus des plaisirs qu'elle a quand elle les a retenus, euh, et que Elle se peut-être... refuse 20 plaisirs pour ne jouir que d'un. Voilà, et est-ce que, je ne sais pas du tout, est-ce qu'il y a une évolution du personnage de Saint-Preux par rapport à ça? Ou est-ce qu'il comprend enfin cette disposition de Julie à ce moment-là? Non, parce que, comme je te dis, l'un et l'autre affinent leur réflexion tout au long du roman, mais ils ne changent jamais radicalement de point de vue, d'opinion. Ils peuvent s'influencer l'un l'autre, mais en fait, Saint-Preux est déjà convaincu de ça depuis le début, c'est juste qu'il le formule et le reformule et le reformule pendant tout le roman, ce qui peut en agacer certains, mais qui, au fond, est quand même très très intéressant. Donc... Oui, parce qu'il touche à la beauté aussi. À force de reformuler, il obtient la punchline, quoi. ouais, et puis au plus juste aussi, c'est ça qui m'a touchée. C'est qu'il cherche à être juste. Rousseau, en fait. Parce qu'on parle de Rousseau tout du long, en fait. Et c'est ça qu'il fait pendant tout le roman. Il débat avec lui-même. Comme il le fait, d'ailleurs, il y a... À la fin du livre, ça devait être la préface du livre, mais là, c'est placé à la fin, donc après le récit. Il y a les entretiens de Jean-Jacques, juge de Rousseau. Et donc, c'est un entretien fictif entre lui et lui-même. Et il débat tout seul. Et en fait, c'est exactement ce qu'il fait pendant tout le livre. Il expose ses points de vue. Et en fait, chaque personnage, j'ai l'impression, incarne une pensée qu'il a eue et contre laquelle il veut aller, ou vers laquelle il veut aller. En tout cas, il fait discuter ses propres points de vue, qui sont multiples et qui sont complexes. Et c'est ça qui est impressionnant aussi, c'est que tu te dis que c'est quand même quelqu'un qui a une réflexion assez poussée et assez complexe pour être divisé en plusieurs personnages entiers. Et ça, c'est assez dingue. Le romantisme a une grande influence encore aujourd'hui sur notre perception de la littérature, etc., et même sur l'écriture. Il y a eu, évidemment, il y a eu le XXe siècle qui a eu une certaine influence, mais disons l'expression du sentiment, l'expression d'un jeu, ça a été une révolution dont Jean-Jacques Rousseau est en partie responsable. Est-ce que tu as senti qu'il y avait une grande modernité dans cette écriture-là du jeu, ou est-ce que c'était quelque chose qui paraissait quand même daté malgré tout? Non, j'ai pas senti la modernité parce que j'ai pas lu beaucoup de classiques, hein. J'avais pas du tout le contexte historique, etc. Tout ça, c'est des choses que j'ai apprises en cours. En fait, la plupart de ce que je sais sur ce roman, je l'ai appris en cours. Et donc, j'ai su après coup que dire jeu, c'était très nouveau parce que il y avait la naissance des romans épistolaires pour contourner la proscription morale du roman et tout ça. Donc j'étais pas du tout consciente au moment de ma lecture, j'ai trouvé ça très, très intéressant après coup, mais c'est pas quelque chose que j'étais en mesure de comprendre moi-même. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'était l'idée que Rousseau était aussi précurseur du roman réaliste un siècle plus tard, par le cadre qu'il pose, le cadre ultra réaliste qu'il pose autour de ses personnages, il y a vraiment... Il y a plusieurs enquêtes anthropologiques des populations européennes. T'as les Parisiens, t'as plein de populations suisses différentes. Il y a un regard très très précis, un regard sociologique sur les personnages. Enfin voilà, tout ce cadre qui est pas du tout de l'ordre du romanesque, mais qui est extrêmement objectif. C'est des enquêtes quoi. Et ça, j'ai trouvé ça. Je l'ai pas non plus repéré par moi-même. Encore une fois, j'avais plus je faisais plus attention au ressenti émotionnel de la lecture du roman qu'à tout ce contexte littéraire qui m'échappait complètement. Oui, mais c'est sans doute mieux parce que le contexte, il allait être apporté par ton cours, donc mieux valait recevoir. J'ai pas l'impression d'avoir eu besoin, en tout cas pour être épatée par ce roman. On apprécie en tout cas dans ton extrait la mention de la rêverie agréable, qui en avance de quelques dizaines d'années sur les rêveries du promeneur solitaire, qui sont une édition posthume, mais qui sont considérées comme la première pierre du romantisme à la française. Ouais, dans cet extrait-là, le parallèle est clair. Et en fait, ce qui est marrant dans ce roman, c'est que ça pose les bases de plein d'ouvrages de Rousseau. Ensuite, c'est son seul roman. Il n'en a pas écrit d'autres. Mais 1 an plus tard, il a sorti Émile
je vais dire, ou la nouvelle éducation, Émile ou l'éducation, donc un traité sur l'éducation des enfants, et le contrat social. Et en fait, il évoque très clairement, à plusieurs reprises dans le roman, toutes ces idées qui seront développées dans ces traités philosophiques et sociaux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, ce qu'il expose dans le contrat social, c'est un idéal social qui n'est pas du tout celui de Clarence. Et c'est ça qui est marrant aussi, c'est en ça aussi que j'ai été prise au piège dans son roman, parce que j'ai trouvé merveilleuse la société de Clarence, tout en percevant le côté société de surveillance des employés, voilà, le côté paternaliste de Volmar, et enfin son côté un peu borderline, quoi. Mais j'ai quand même été prise au jeu, et j'ai quand même, je me suis plu comme Saint-Preux dans cette espèce de cocon hors du monde, hors du temps, qui, au final, spoiler alerte, explose. Littéralement, c'est la fin du monde, il y a 3 météorites qui tombent dessus, et il y avait des dinosaures qui ont disparu aussi à ce moment-là. Ouais. Non, là par contre, faut vraiment pas écouter si on veut lire le roman. Mais Julie meurt à la fin, dans la 6e partie du roman. Et en fait, la société de Clarence s'écroule. Parce que Julie était le pilier central autour duquel s'organisait cette société. En fait, tout le monde aimait Julie. Que ce soit les protagonistes, comme les employés. Il y avait une admiration totale de tout le monde. Julie, c'est la Vierge Marie, quoi, sauf qu'elle a fauté. Et donc cette société s'effondre avec elle. Et Rousseau prouve l'inefficacité d'un modèle comme celui-là, qui est donc pas capitaliste du tout, mais paternaliste, avec une hiérarchie très marquée. Et en fait, c'est une sorte d'écosystème qui repose sur des bases beaucoup trop fragiles, parce que c'est la base de quelques individus privilégiés par rapport aux autres. Enfin bref, voilà. Tout ça s'effondre, et donc, quand on a été pris dans le regard émerveillé de Saint-Preux pendant toute la 2e partie du roman qui est consacrée à la société de Clarence, bah on se retrouve un peu con quand tout s'arrête d'un coup à cause d'une mort accidentelle. Et voilà, et donc dans le contrat social, Rousseau va exposer un idéal tout à fait autre qui repose sur l'égalité sociale, etc. et va, une fois de plus, contre tout plein de choses qu'il a exposées dans le roman. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose ? Ouais, il y a encore une chose que j'aimerais ajouter. Un autre aspect sur lequel je me suis vraiment bien entendue avec tous ces personnages, c'est le fait d'être bien chez soi. Parce que au milieu du roman, donc, Saint-Preux s'en va pour un voyage autour du monde qui dure 4 ans. Et en fait, la description de ce voyage, où il est vraiment passé par tous les recoins du monde, dure 2 pages. Alors que les 848 autres se concentrent dans une zone géographique ultra restreinte qui est l'est du lac Léman. Et en fait, Saint-Preux n'est jamais aussi bien que chez lui. Et chez lui, c'est là où se trouve Julie, là où se trouvent les gens qu'il aime, là où se rejoignent ses valeurs. Et il y a tout au long du roman une réflexion sur le double, voire même là, je dirais le triple, parce que Saint-Preux, Julie et Claire, en fait, sont 3 personnages extrêmement proches mentalement. Et ils parlent toujours de leur trio. En fait, ils parlent vraiment en double. Julie et Saint-Preux, Claire et Julie. Et donc, quand Julie meurt, pardon pour le spoil. Vous aviez 250 ans pour lire ce livre. Claire perd sa moitié. Quand Julie et Saint-Preux sont séparés par la force des choses, ils perdent aussi leur moitié. Ils sont jamais complets. Et en fait, ils sont jamais aussi bien que ensemble à Clarence, là où ils sont chez eux. Tout ça en éprouvant la solitude. En fait, entre eux, ils sont avec eux-mêmes. Ils sont avec plusieurs facettes d'eux-mêmes. C'est Rousseau qui est tout seul dans son monde et qui se parle à lui-même tout du long. Même en présence de Claire, en présence de Julie, même en présence de Volmar, il y a un lien très fort entre Saint-Preux et Volmar, un respect, une admiration mutuelle. Par exemple, il y a
un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre Saint-Preux et Volmars, c'est que Saint-Preux et quasiment tous les autres personnages sont protestants, très croyants, ils parlent beaucoup de Dieu, et Volmars est athée, qui est un gros secret qui est découvert pendant le roman. Et en fait, malgré tout, ils ont ce respect profond l'un pour l'autre, et encore une fois, cette honnêteté l'un envers l'autre, et ils sont capables de parler de sujets sur lesquels ils sont fondamentalement pas d'accord, tout en écoutant l'autre, tout en ayant une empathie pour l'autre. Et voilà, ça c'est beau aussi. Et donc, il y a un moment dans la 5e partie où donc c'est une lettre marquante qui s'appelle la lettre de la matinée à l'anglaise, où Saint-Preux, Volmars, Julie et Claire ont reçu des invités à Clarence, et les invités sont enfin partis, et ils se retrouvent seuls un matin à broder. Bon, les femmes brodent évidemment, les hommes lisent évidemment, les enfants jouent tranquillement, et en fait ils font tout ça dans le silence, et ils sont heureux de pouvoir rester en silence. Même quand ils sont ensemble, en fait, ils sont seuls ensemble. Et il y a une citation que j'aime beaucoup, même 2 citations, qui fait « Que de choses sont dites sans ouvrir la bouche, que d'ardents sentiments se sont communiqués sans la froide entremise de la parole. » Donc voilà, ils sont juste heureux ensemble et seuls ensemble. On va passer aux 3 questions traditionnelles pour finir. Alors, à qui est-ce que tu conseillerais cette lecture ? À quelqu'un de motivé, quelqu'un d'accroché. C'est... Moi-même, je l'aurais pas lu si j'avais pas été obligée de le lire pour les cours, franchement. Même si on m'en avait dit tout le bien du monde, j'aurais eu la flemme. C'est super long, il y a des passages, sincèrement, qui sont super chiants. Au bout du compte, je suis très contente de l'avoir lu, mais ça ne serait jamais arrivé sans le cadre de la fac. Donc je conseille cette lecture à quelqu'un peut-être qui aime déjà Rousseau, ou qui a un grand intérêt pour Rousseau, à quelqu'un qui veut se mettre un challenge, je sais pas, mais vraiment pas à tout le monde. En fait, il y a plein de choses hyper intéressantes, mais très honnêtement, c'est pas accessible, quoi. Et on salue tous ceux qui passent l'agrégation cette année, qui l'ont au programme, Et oui. qui probablement pas écouté cette émission. Avec quelqu'un qui aime cette œuvre. Ça veut donc dire que ça t'a pas forcément donné le goût des œuvres compliquées, dans le sens où si on t'obligeait pas à lire une autre œuvre compliquée, tu le ferais pas? Ou alors est-ce que ça pourrait t'inciter à lire des œuvres qui au premier abord seraient complexes? Non, franchement, non, j'ai pas cette... Enfin, j'aime les livres, mais j'ai pas cet amour des lettres pour aller me taper la comédie humaine, ou... Tu vois, tout ça. On me dit que c'est bien, je crois les gens sur parole, mais franchement, j'ai pas cette rigueur-là, quoi. Donc en fait, les grands classiques que je vais être amenée à lire, ça va être parce que je vais y trouver un intérêt, une résonance avec quelque chose que j'ai connu, ou que j'ai vécu, ou je sais pas. Par exemple, j'avais des cours sur l'histoire du livre, là, qui m'ont passionnée, et donc je sais que je vais lire Illusion perdue. Parce que ça va entrer en résonance avec tout un tas de choses que j'ai apprises et que j'ai aimé apprendre, mais je serais jamais allée le lire par moi-même. Et si tu me disais que Rousseau, en fait, avait écrit un... Bon, si, quand même, si Rousseau avait écrit un 2e roman, je pense que j'irais le lire parce que voilà, il m'a eu. Mais non, ça m'a pas donné l'amour des œuvres compliquées, entre guillemets. Et pas non plus de la philosophie pure et dure. Je me sentirais toujours pas en mesure d'ouvrir un livre de philo, en tout cas pas n'importe lequel. Même si Rousseau m'a eu et que j'ai eu plaisir à lire certaines réflexions, déjà pas toutes, franchement, mais voilà, je ferai pas non plus ce pas supplémentaire d'aller lire des bouquins de philosophie. De l'importance de la médiation de la littérature pour voilà, faire passer des qui idées. était son but à lui. Il dit « J'ai changé de moyen, mais non pas d'objet ». Alors, quel mot qualifie ta relation à l'œuvre ? Alors j'ai trouvé le mot « ouverture ». Je sais pas s'il me satisfait complètement, parce qu'encore une fois, il y a tellement de choses dans ce livre, et on passe un peu aussi par tous les états en le lisant. C'est que on est charmé, on est transporté, et un coup on n'en peut plus, on a envie que ça avance. Mais au bout du compte, ça a été une ouverture sur plein de sujets,
et aussi sur un certain pan de la littérature. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas forcément sensible aux belles phrases. Voilà, je peux trouver une formulation super belle et bien trouvée et tout ce qu'on veut, mais ça va pas forcément, ça va pas être ce qui va faire que je m'accroche à un livre. Je marche beaucoup plus à l'affect qu'à l'aspect, j'ai envie de dire, technique. Donc là, ça m'a eu à ce niveau-là, ce qui m'était pas arrivé avant avec un monument de ce genre. Il a réussi à m'avoir à l'affect avec ce qui peut être quelque chose qui m'impressionne trop ou qui est trop recherché pour me toucher vraiment profondément. Il t'a tendu la main et tu l'as saisi. Ouais. Et donc aussi ouverture sur, évidemment, tous les sujets philosophiques qu'il aborde. Et d'avoir été prise au piège de Clarence, d'avoir cru en cette société. Voilà, je me suis dit, bon, bah, tout roule pour eux. Je lui passais le côté paternaliste en mettant ça sur le compte de l'époque et tout. Et bah, en fait, non, même à l'époque, on est capable de prôner un système égalitaire et tout ça. Parce qu'il a complètement, du coup, démonté le système clarencien dans le contrat social 1 an plus tard. Et enfin, dernière question, qui viendra clôturer cette émission. Quelles seraient les 2 couleurs que tu attribuerais à cette relation ? La première couleur, déjà, c'est le violet, mais un violet mauve, un violet clair, qui est une couleur que j'aime pas du tout, en plus. Mais, en fait, dans mes cours, j'utilise des crayons de couleur à la place de surligneurs, pour mettre en valeur certains termes dans mon cours. Et donc, mes cours sur la Nouvelle-Héloïse étaient crayonnés de violet. Donc c'est la première couleur qui me vient à l'esprit, et c'est même une couleur que j'ai associée à la couverture du livre, alors que je l'ai sous les yeux et qu'elle est clairement bleue. Elle est dans les tons bleus. Et la deuxième couleur, c'est le vert, un vert sapin, parce qu'il y a énormément de... Enfin énormément, oui. Oui, il y a beaucoup de descriptions de la nature luxuriante, et notamment des paysages suisses. Il y a beaucoup de paysages d'hiver. Et donc voilà, la couleur des sapins, je sais pas pourquoi, alors qu'il n'y a pas forcément une mention particulière attribuée aux sapins, mais voilà, mauve et vert sapin. Eh bien, merci beaucoup, et j'ai envie d'ajouter une petite question subsidiaire. Qu'est-ce que tu es en train de lire en ce moment ? Et est-ce que tu es en train de lire en ce moment ? Ah, les paravents. Ah. Bah après, j'ai abordé la Nouvelle-Héloïse avec cette même moue de dégoût. Enfin, de dégoût, non mais j'exagère. Mais j'avais vraiment pas d'entrain pour commencer la Nouvelle-Héloïse. Enfin, devant le mastodonte qui m'attendait. Voilà, clairement, j'étais pas motivée. Là, j'étais contente de voir Pardon, c'est ma cheville, ça. Là, j'étais contente de voir la longueur de la pièce. Mais par contre, je comprends rien. Et je sais très bien que mes cours vont m'éclairer et qu'au final, ça va me plaire et tout ça. Pas forcément. Mais voilà, c'est ce que je lis parce que... Ah si, j'ai commencé à lire Les mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, mais j'ai pas eu le temps de le finir parce que je voulais me prélasser après mes partiels. Mais en fait, c'est trop court pour profiter d'un bouquin. Je lis beaucoup mieux l'été quand j'ai rien à faire, quand j'ai rien devant moi. Mais en pleine année, en plus quand on a des œuvres à étudier, c'est compliqué. Voilà. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Merci.